BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17 est une des pointures budgétaires et économiques de l'Assemblée. Enfin, jusqu'à présent, Valérie Rabault, députée PS des Tarn-et-Garonne. Je dis jusqu'à présent parce que vos amis de la NUPES n'ont pas souhaité que vous soyez leur candidate pour la présidence de la Commission des Finances. Franchement, c'est bien dommage. Du coup, ça ne peut pas encore se renverser. Le vote est aujourd'hui. Alors le vote est demain. Demain, pardon. Éric Coquerel est poussé par la NUPES. C'est forcément lui, ça ne peut pas être vous ? Alors, ce ne sera pas moi, c'est sûr. Moi, j'ai toujours été loyale à la gauche. Je suis libre et loyale. Donc, je respecte les choix qui ont été faits. Et l'élection se tiendra demain. Nous verrons bien. En tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'avaient fait confiance, parce que j'ai été élue en 2014 la première femme rapporteure générale du budget. Il n'y en avait pas eu avant à l'Assemblée nationale. C'est une mission passionnante. Et être président de la Commission des finances et rapporteur du budget, c'est vraiment installer le rôle de l'Assemblée nationale dans des débats budgétaires qui sont parfois compliqués, qui peuvent être pour certains un peu abscons, mais moi je trouve qu'ils sont passionnants parce qu'un chiffre budgétaire, ça a toujours une réalité, une traduction pour les Français et les Françaises. Voilà. Bon, vous vous battrez quand même sur les bancs de l'Assemblée pour le pouvoir d'achat des Français, par exemple. Bien sûr. Alors une question, on a plein de questions, on va parler de la cagnotte dans un instant. On va commencer par, parce que le gouvernement commence à lancer des pistes et des signes. Est-ce qu'il faut taxer les super profits de grandes compagnies comme Total Energy, CMA, CGM? Je les cite toutes les deux parce que c'est celles qui ont fait le plus gros résultat l'an dernier. Est-ce qu'il faut taxer les super profits ou est-ce qu'il faut les obliger, les contraindre à faire des efforts sur leurs tarifs, par exemple baisser le prix du carburant à la pompe? Alors, vous savez quoi? En avril 2020, on avait demandé au gouvernement de faire une conférence sur le financement de la crise. C'était la crise liée à la crise sanitaire, au Covid. Mais là, on a une crise parce qu'on se prend un mur d'inflation face à nous. Et donc, le gouvernement devrait mettre tout sur la table, ce qu'il refuse de faire. Et je suis exaspérée de voir qu'il ne veut pas qu'on pose l'ensemble de l'équilibre budgétaire avec des solutions qui peuvent être effectivement, comme ce qu'ont fait les Espagnols sur la taxation des super profits de la part de compagnies pétrolières. Il faut qu'on puisse avoir, enfin franchement, on ne peut pas laisser la situation se dégrader au fil du temps comme celle-ci, donc il faut qu'on mette tout sur la table. Et il refuse de le faire. J'espère qu'à l'occasion de ce premier budget rectificatif du mois de juillet, cette question-là sera posée et qu'il ne va pas l'évacuer d'un coup de revers de main. Vous préfériez taxer les super-profits ou, comme semble le vouloir le gouvernement, plutôt demander, par exemple aux pétroliers, de baisser les prix? Il faut qu'il arrête de demander, ça n'a jamais marché. À chaque fois que le gouvernement a demandé quoi que ce soit, il s'est toujours fait renvoyer dans ses cordes. Donc maintenant, on pose un vrai débat. L'Assemblée nationale est élue démocratiquement. C'est elle qui représente le peuple français. Elle doit poser les bases de ce qu'elle veut. Et j'espère que, vu que le gouvernement n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, cette question-là sera posée avec un schéma budgétaire complet. Bon, vous avez vu que Bercy, hier, a révisé ses perspectives économiques pour l'année. On n'aura plus que 2,5% de croissance contre les 4% attendus. L'inflation est en hausse. Il y a beaucoup de dépenses supplémentaires, notamment, on va en parler, le projet de loi de soutien au pouvoir d'achat. A priori, 25 milliards d'euros, c'est ce que le gouvernement, qui s'ajoute aux 25 milliards précédents. On est à 50 milliards de factures. Mais le gouvernement dit: tout va très bien, car on a trouvé une cagnotte. 55 milliards de recettes fiscales en plus. Pourquoi vous dites ben voyons, c'est pas vrai? Non, mais parce que c'est... Mais pourquoi dans ce cas il refuse, quand on lui pose la question d'avoir un schéma clair budgétairement, il refuse de le mettre sur la table? Moi, ce que je constate, c'est qu'il avait fait ses prévisions sur 4% de croissance et qu'on va tomber à 2,5%, que l'inflation est là aussi sous-évaluée dans ce qu'il a mis, ce qui fait que les collectivités locales ont des frais de chauffage en plus, les frais de cantine, enfin tout augmente partout. Il dit 5% d'inflation. Il dit, oui, ça sera plutôt sans doute un peu plus. Et on voit que dans le reste de l'Europe, encore une fois, vous voyez, l'Allemagne avant-hier a sorti 8% d'inflation. Pour préserver son pouvoir d'achat avec 8% d'inflation, ça veut dire qu'il faut avoir un 13e mois. Eh bien, on en est loin. Donc cette question-là, elle doit être posée. Et elle doit être posée aussi en parallèle de la création de valeur. Parce que là aussi, le gouvernement n'en parle pas. Mais sur qu'est-ce qui est le moteur de notre croissance économique? Est-ce que c'est de la consommation? Est-ce qu'on invente? Est-ce qu'on crée de la valeur? Là-dessus, il refuse d'avoir ce débat-là. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Ah mais moi je dis une des choses, ce que je lui ai dit depuis toujours, c'est qu'il a fait un plan de relance. Mais vous, la création de valeur, pour vous, c'est quoi? La création de valeur, ça passe par 5 secteurs à soutenir, qui sont, dans le fond, ce sont ceux qui vont entraîner le reste de l'économie. C'est l'énergie, donc ça, moi je l'ai écrit dans un livre en 2011, donc je ne vais pas me renier aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui qu'on est confronté à ce mur sur l'énergie. Sans énergie, sans électricité ou sans gaz, les industries ne peuvent pas produire. C'est ce qui va se passer dès septembre, octobre, novembre. Tous les autres pays en parlent, sauf la France. Oui, mais d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on essaie de faire, on importe du gaz naturel liquéfié, on essaie de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Non mais d'accord, mais il y a aujourd'hui, là, on est confronté au mur, donc effectivement, il faut aller chercher partout un peu. C'est ce qu'on fait. Ça veut pas, mais c'est aujourd'hui ce qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper un petit peu plus. Vous voyez, moi, je suis dans un département, le Tarn-et-Garonne, qui est un des plus ensoleillés de France. Quand vous installez des hangars, quand vous installez tout ce qui est pour de la logistique, aujourd'hui, il n'y a pas un panneau photovoltaïque sur les toits. Vous trouvez ça normal? Eh bien non, il faut qu'on ait un grand plan massif là-dessus sur cette question de l'énergie. Donc l'énergie, deuxième secteur. Le deuxième secteur, c'est la santé. Vous avez un portefeuille de participation de l'État qui est de 125 milliards d'euros. Sur ces 125 milliards d'euros, il n'y a pas un euro pour la santé. Pas un. Donc, soit on se dit, on veut faire de la relocalisation, et ça doit être engagé. Ça veut dire que l'État actionnaire, il doit faire des choix. Mais il doit faire des choix stratégiques. Il doit faire des choix pour l'avenir de la France. Il ne doit pas juste être là une cagnotte en étant assis sur ces 125 milliards d'euros. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il faut vendre comme participation pour aller dans la santé? Qu'est-ce que vous vendriez qui ne sert à rien aujourd'hui? Des participations où on est très minoritaire. Grosso modo, on n'a pas le pouvoir de décision. Donc, LG, par exemple? Sur EDF? Non, EDF, alors, on est 85%. Non, EDF, moi, je serais même nationalisé pour qu'on puisse être libre et qu'on ne soit pas... Donc ça, c'est le deuxième sujet. NJ, qu'est-ce que vous vendez d'autre? Mais on peut regarder la liste si vous voulez. Mais Aéroport de Paris? Non, Aéroport de Paris. Alors, vous vendez rien? Mais non, mais c'est pas que je vends rien. Sur les infrastructures, je les préserve. Sur l'EDF, je préserve aussi. Après, il y a d'autres participations. Vous prenez la liste et vous en trouverez. Vous pouvez dégager 5 à 10 milliards d'euros qui peuvent être aujourd'hui C'est pas facile de vendre, vous avez vu? Mais j'ai pas dit que c'était pas facile. Tout ce que je cite, c'est compliqué. J'ai pas dit que c'était facile de vendre. Je dis juste que si on se met pas autour d'une table et qu'on se définit pas les objectifs, il n'y a rien qui se passera. Et puis aussi, il faut faire en sorte que l'État actionnaire puisse garder les dividendes des sociétés dont il détient les titres. Aujourd'hui, il n'a même pas la main là-dessus. Donc, troisième sujet, l'agriculture. Là aussi, nous avons fait, sous le précédent quinquennat, beaucoup de propositions en matière de préservation du foncier pour éviter que de grandes sociétés achètent nos terres agricoles. Donc ça, c'est un levier extrêmement important. Le quatrième volet, où j'en suis peut-être au cinquième maintenant, c'est sur les transports. Et le dernier, c'est sur la souveraineté numérique. Et une fois qu'on a arrimé tout ça, on évite de dépenser de l'argent qui n'est pas productif. Vous savez, dans le plan de relance, il y avait le soutien à des haies, à la replantation de haies. Bon, c'est très bien en soi. Mais ça ne crée pas un euro de valeur ajoutée. On parle de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes, comme vos amis de la NUPES, pour un SMIC à 1 500 euros? Oui. Mais où est-ce qu'on va trouver dans les entreprises l'argent? Vous venez de dire que la création de valeur, c'était la clé. Si vous pénalisez l'entreprise, comment vous voulez qu'elle crée de la valeur et qu'elle crée des emplois? Pour l'instant, c'est tiens, vous avez vu, on va créer des emplois encore cette année. On va sans doute, on espère, arriver à 7% de taux de chômage en fin d'année. Oui. Alors que le contexte n'est pas très favorable. Oui, mais vous avez aussi une baisse de la population active. C'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est-à-dire que le chômage, c'est toujours un numérateur et un dénominateur. Donc le nombre d'heures travaillées aussi avait, alors je n'ai pas regardé sur le dernier mois, mais avait baissé. Donc ça, c'est véritablement la création de valeur dans notre pays. Il faut évidemment, sur ce SMIC à 1 500 euros, qu'il y ait l'ouverture d'une conférence salariale et que les sociétés, notamment les TPE, les plus petites et les PME, puissent être, qu'il y a à un moment donné un déclic pour les accompagner. Mais ça marche en parallèle de ces fameux 5 secteurs sur lesquels, c'est exactement la recette du plan Monet de 1946. La France était détruite, on pouvait partir partout à reconstruire. On s'est concentré sur 5 secteurs qui ont entraîné le reste de l'économie. De ce que vous avez vu pour l'instant du projet de loi de soutien du pouvoir d'achat, on a donné depuis le début de la semaine les principales mesures. Est-ce que le compte y est? Est-ce que vous le voteriez? Alors, on va le regarder dans le détail. Parce que moi, je me méfie toujours des exceptions. Je pense qu'il faut, dans un projet de loi sur le pouvoir d'achat, il faut avoir des principes simples. Là, aujourd'hui, on dit, alors les retraites, on va les révaloriser à 4%, alors que l'inflation va être à 5%, sans doute à plus. Moi, je pense qu'il faut revenir au principe d'avant 2019. L'indexation sur l'inflation. Mais vous n'avez pas peur que ça crée une spirale prix-salaire? À un moment donné,
à un moment donné, si on laisse, là où vous êtes en train d'appauvrir les retraités, notamment ceux qui vivent dans les territoires ruraux, où ils ont la hausse du carburant, tous ceux qui ne sont pas en centre-ville. Donc ça, c'est indispensable. Mais est-ce qu'on a c'est un principe clair. Bruno Le Maire dit la cote d'alerte est atteinte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Moi, je suis d'accord sur le fait que, je le lui ai dit il y a 2 ans, donc je vais le lui répéter, qu'il faut qu'on se pose pour avoir un schéma de financement global. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans ce que fait Bruno Le Maire, puisqu'il dit alors sur tel truc, on fera tel truc. Non, il faut qu'il y ait un schéma global. Avec 2 propositions. La première, c'est de dire sur la dette Covid, il faut négocier avec nos partenaires allemands qu'elle puisse rester logée dans la Banque Centrale Européenne. Voilà, on dit, écoutez, oui, la Banque Centrale Européenne, c'est plus de 8 000 milliards de financement à l'économie. Là, on la laisse pour l'instant. Et sur les projets d'investissement, qu'on se mette d'accord avec nos partenaires européens en disant, là-dessus, on y va. Si l'Europe ne crée pas de valeur, elle va se faire distancier. Et ce qui nous est arrivé sur la santé, ça va se retrouver sur tout un tas d'autres secteurs, sur l'énergie, etc., etc. Est-ce qu'à la fin du débat parlementaire, vous pensez que la facture de 25 milliards d'euros pour le projet de loi sur le soutien de pouvoir d'achat va augmenter? Ou elle doit augmenter? Est-ce qu'elle doit augmenter? Est-ce que 25 milliards, c'est pas suffisant? Il faut mettre en face le financement, ce que le gouvernement ne fait pas. Vous serez à la Commission des Finances toujours, même si vous ne serez pas la présidente? Non, je ne siégerai pas à la Commission des Finances. Vous n'irez pas à la Commission des Finances? Non. Vous allez aller où? Mais j'ai demandé la défense. D'accord. Donc c'est sûr que vous ne serez pas président de la Commission des Finances? Ah, c'est sûr. Dans 48 heures? Sûr. Il n'y aura pas de retournement? Non, pas de retournement. Donc on vous posera des questions désormais sur les affaires, sur la défense. Mais on peut continuer sur les finances, parce que les députés interviennent dans l'hémicycle sur tous les sujets, et je continuerai bien entendu à m'investir sur les questions budgétaires, et pourquoi pas à faire aussi un vrai plan de financement que le gouvernement refuse de faire. Le contre-budget, le contre-projet de loi de Valérie Rabault peut-être sur les bancs de l'Assemblée dans quelques jours. Merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, député PS du Tarn-et-Garonne et donc bientôt à la Commission de la Défense. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.